Bonjour à tous, chers clients, chers contacts, chers collègues. Bonjour, Monsieur Coleman. Voilà, vous nous entendez bien? Bonjour, je l'entends parfaitement. Voilà, alors bienvenue à tous à notre webinaire un peu exceptionnel aujourd'hui. Exceptionnel pourquoi? Parce qu'au-delà de collègues SD Works que vous avez déjà entendus et que vous entendrez encore la semaine prochaine dans des webinaires expertise juridique sur le corona, la reprise du travail, les aspects RH, etc., qui sont notre core business, nous avons le plaisir aujourd'hui pour vous, patrons de PME et patronnes, d'avoir notre orateur Bruno Coleman, CEO du groupe de Growth et économiste renommé, pour lui demander son point de vue à nous qui travaillons dans le secteur de la PME, quelle est sa vision sur cette crise et sur la reprise économique. Alors pour vous expliquer, chers internautes, vu que nous ne nous voyons pas, comment va se dérouler cette heure que nous allons passer ensemble. Je vais très rapidement céder la parole à Monsieur Coleman jusqu'à environ 14h30. Vous nous avez envoyé pas mal de questions en préambule à ce webinaire. Nous allons donc tenter, Monsieur Coleman et moi-même, avec nos deux domaines d'expertise, un plutôt sur l'économie, moi plutôt sur la partie RH et organisation d'entreprise, répondre à vos questions et nous allons certainement naviguer très rapidement jusqu'à 15h où nous vous laisserons libre de retourner à vos activités. Monsieur Coleman, la parole est à vous. Nous sommes suspendus à vos lèvres. Quelle est votre vision de la crise économique que nous traversons aujourd'hui? Voilà, tout d'abord, merci beaucoup de m'accueillir parmi vous. Vous me voyez avec des cheveux un peu longs parce que malheureusement, je n'ai pas de coiffure depuis 2 mois et un peu parasé parce que j'ai confiné mon rasoir, mais ça n'empêche que je reste très présent dans l'examen de l'économie. Puis surtout, je dirige une entreprise qui demande une attention particulière avec des problèmes nouveaux, innovants, auxquels il faut une adaptation permanente. Alors, cette crise économique, en fait, elle est qualifiée de plus importante jamais connue en temps de paix depuis les années 20, et sans doute à juste titre, puisque si aujourd'hui la Commission européenne a parlé d'un choc qui serait égal à peu près 7,5% de baisse du PIB, et pour bien comprendre ce que ça veut dire que ce que l'économie génère comme revenu en 2020 ou générera en revenu en 2020 est 7,5% plus bas que ce qu'on a pu connaître en 2019, je pense que ce pourcentage sera bien plus important que cela et qu'on pourra avoir une chute de PIB qui approche les 10, voire 15, 12% selon les pays. C'est extrêmement important pour la Belgique parce que la Belgique est un pays qui n'a pas d'économie ou très peu d'économie autonome à part le tissu de PME. C'est une économie qui est très ouverte. On mesure le degré d'ouverture d'une économie en divisant le montant des importations et des exportations par la richesse créée chaque année. Et notre taux, on appelle ça le degré d'ouverture. Ce degré d'ouverture est un des plus élevés au monde. Donc, on ne peut pas aujourd'hui tabler sur une consommation intérieure et autonome qui compense les effets de la crise pandémique. Alors, c'est un choc qui dépasse tout ce que, dans leur cauchemar, les économistes les plus pessimistes avaient pu envisager, parce que ça bloque l'économie. Donc, nonobstant le fait qu'en bout de chaîne de consommation, on soit confiné et qu'on ne puisse, pour certains, pas travailler ou subir des pertes d'emploi ou en tout cas des grands trous d'activité, c'est toute la mécanique en fait de l'économie qui est grippée, tous les circuits de production et d'investissement, et quasiment de manière concomitante dans les différents pays importants dans le monde. On n'a jamais vu cette situation. On l'a connue, alors certains la comparent à la crise de 29. La comparaison est mauvaise parce qu'en 29, il y a eu, je peux en parler parce que ma grand-mère était américaine et donc j'ai eu un retour d'expérience assez personnel et familial. Mais la crise de 29, c'était un choc boursier qui a mal été géré par les autorités monétaires et qui a conduit au fait qu'on a contracté l'économie plutôt que de lui donner de l'oxygène. Et cette réalité a conduit à ce qu'on appelle la Grande Dépression dans les années 30, et que c'est contaminé d'ailleurs dans le système bancaire européen en passant par l'Autriche, et donc les années 30 ont été un cauchemar. Donc c'était une crise bancaire, boursière bancaire. En 2008, c'était aussi une crise bancaire. C'était une crise des subprimes, on le sait, qui a mal été gérée et qui a en fait conduit à ce que se diffusent dans l'économie des pertes de crédit qui étaient portés par les bilans bancaires. Donc rien à voir avec ce qu'on connaît maintenant. D'ailleurs, pour vous donner peut-être un avant-goût des choses,
le choc sur le PIB que nous vivrons cette année-ci en 2020 est de l'ordre de 10 à 15 fois plus important au niveau mondial que la crise des subprimes. Alors c'est un choc qui est de nature différente, mais donc quand on ramène les ordres de grandeur les uns par rapport aux autres, c'est bien plus important. Donc ce qui peut être comparé ou comparable à la crise actuellement, c'est ou bien une période de guerre, donc c'est une invasion, c'est août-septembre 14, c'est mai 40, avec voilà, une disruption complète de l'économie, ou bien la grande dépression des années 30, et il est possible que nous rentrions pendant quelques années dans un schéma comparable aux années 30, c'est-à-dire une période de fort chômage et de contraction d'activité. Pour vous donner une idée, aux États-Unis, à l'époque, le chômage avait atteint 25% de la population américaine, la population active. Alors, on sera peut-être dans ces paramètres-ci en Europe actuellement. Alors, personne ne sait exactement comment on sort d'une crise comme ça. En tout cas, on n'en sort pas rapidement, parce que si certains estiment que si l'économie chute, elle reprend rapidement, ce ne sera pas du tout le cas. La chute est importante. Peut-être que la chute, d'ailleurs, sera continue et qu'on va avoir une chute en escalier, avec une première marche qui était importante, mais des marches successives. Et s'il y a une reprise, à moins de trouver un vaccin, et encore, si on trouve un vaccin, il faut imaginer toutes les difficultés logistiques que ça va entraîner pour le disséminer, on aura une reprise qui sera plate, lente, horizontale, et qui va peut-être s'échelonner sur 2 ans, 3 ans. D'ailleurs, si certains tablaient sur un retour à la normale en septembre, finalement, on est plutôt à un retour à la normale dans 1 an ou 2 ans, on verra bien. On ne connaît pas suffisamment ce phénomène pour pouvoir y répondre. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben d'abord, il faut comprendre les choses, c'est compliqué, et il ne faut pas trop en vouloir à nos gouvernants parce que même si ça donne l'impression d'un cafouillage généralisé, et c'est peut-être un cafouillage généralisé, ils sont face, comme nous, à des situations tout à fait inattendues et auxquelles personne n'a réfléchi de manière globale auparavant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire 2 choses. Il faut d'abord donner des liquidités, enfin plusieurs choses. D'abord, donner des liquidités à l'économie. Donc la Banque centrale a décidé d'injecter de l'argent dans l'économie. Comment est-ce que ça se passe? Eh bien, ça se passe de la manière suivante. La Banque centrale achète des obligations d'État et en contrepartie émet de la monnaie. Cette monnaie donc est reçue par les États et elle sert à financer le déficit de l'État. Pourquoi déficit de l'État en période de crise? Parce que naturellement, il y a moins de recettes fiscales, moins de TVA, moins de précomptes professionnels, moins de taxes diverses et variées, mais surtout beaucoup plus de dépenses sociales. Et donc le déficit de l'État, qui doit être financé, l'argent doit venir de quelque part, qui vient de l'emprunt, en fait vient de la Banque centrale qui achète ses obligations. Pas que de la Banque centrale, l'État peut emprunter aussi indépendamment de la Banque centrale, mais en tout cas la presse à billets, la presse monétaire, c'est mise en route. Ça, c'est une des premières choses à faire. Il y a une crainte évidemment quand on met en œuvre une presse à billets qui commence à tourner, c'est qu'à un certain moment, on ait de l'inflation. Pourquoi? Parce que quand on crée trop de monnaie, par rapport à ce que l'économie est capable d'absorber, chaque billet imprimé en plus est moins nécessaire. Il vaut moins, il a moins de pouvoir d'achat. Et une monnaie qui perd de son pouvoir d'achat, ça s'appelle de l'inflation. Il y a quelques exemples d'inflation monétaire importante. On l'a connu dans les années 70 en Europe. On l'a connu de manière parfois très violente, comme dans des pays comme l'Allemagne en 23. On l'a connu au Zimbabwe, au Venezuela. Enfin, d'habitude, ce genre de phénomène arrive à être contrôlé parce que si à un moment il y a de l'inflation, les banques centrales augmentent les taux d'intérêt et contractent un peu plus l'économie. Ça, c'est la première chose à faire, c'est fait. Il faut, deuxième chose, un plan de relance, d'investissement productif. Et là, l'Europe a dégagé des moyens, mais ça met longtemps. Ça met longtemps parce que quels investissements, pourquoi, comment, quel secteur on parle toujours d'investissement public et c'est vrai que c'est un mot qui est à la mode, mais c'était bien quand l'économie était très industrielle, hein, qu'il fallait faire des routes, des autoroutes, des canaux, des ports. Aujourd'hui, on est plutôt dans une économie digitale, donc la nature des investissements est différente. Et puis, ce qu'il faut surtout, et ça c'est vraiment la priorité, c'est assurer qu'en bout de chaîne, c'est-à-dire au niveau du consommateur final, il y a un pouvoir d'achat. Il y a des personnes qui sont sécurisées, des personnes qui ont des retraites, des personnes qui ont, par exemple, des allocations, du chômage technique, du chômage partiel, qui ont des revenus de remplacement pour les indépendants. Il y a des personnes qui pourraient, voilà, qui continuent à travailler et être payées parce que leur entreprise s'y prête de manière rentable. Mais il y a des personnes qui n'ont plus rien. Certains secteurs, on pense à l'hôtellerie, on pense
au spectacle, enfin tous les secteurs où on doit assurer une densité de population pour arriver à un point de rentabilité. Et là, évidemment, ça veut dire que des personnes tombent très rapidement dans la précarité, et donc il faut donner du pouvoir d'achat. Et si on peut le faire par le chômage technique et les revenus de remplacement, peut-être qu'on devra à un moment penser à aller plus loin. Et moi, très rapidement, d'ailleurs, j'avais lancé l'idée de réactiver l'allocation universelle, qui n'est pas du tout un concept communiste qu'on peut le penser, mais un concept vraiment d'économie parfaitement libérale. Ou bien d'autres systèmes alternatifs. On peut penser, par exemple, j'avais été en contact avec des responsables des cartes de tickets restaurants, l'agence Sodexo et Denred, qu'on pourrait réalimenter ou qu'on pourrait donner à des personnes qui en ont besoin, sachant que la consommation de ces cartes doit être de nature alimentaire et en plus, il y a une durée d'expiration dans le temps d'à peu près une année. Donc, il y a beaucoup de choses, mais c'est ça qu'il faut assurer. Et je pense que c'est de là que va venir le problème. Parce que tout le reste est théorique, les banques centrales, les dettes publiques, tout ça, ça paraît lointain. Et finalement, c'est lointain. Par contre, la réalité de la survie économique est importante. Il faudra aussi que l'État relâche la fiscalité. Alors, moi, je suis quand même un peu épouvanté parce que certains prennent toujours prétexte d'avoir une crise économique pour dire on a taxé le capital, c'est le grand capital qui a créé la crise. Rien n'est évidemment plus faux. On n'a pas très bien vu que c'est le grand capital qui avait transmis le virus, mais plutôt les humains. On ne peut pas dire que c'est les normes de productivité asiatiques qui l'ont fait. On parle tout à fait d'autre chose, mais bon, certains se sentent obligés d'accabler de nouveau les personnes qui travaillent. Moi, je pense qu'il ne faut pas d'impôts nouveaux, absolument. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas besoin d'impôts nouveaux, puisque les États sont capables d'endetter à un taux zéro et que la Banque centrale est capable d'acheter leurs obligations. Ce n'est pas nécessaire. Et que toute manifestation, toute pulsion de taxation va effrayer la population, parce que qu'on y pense, ça peut être une taxation sur la consommation, or il faut l'encourager. Ça peut être une taxation sur les revenus professionnels, il n'y en a pas assez. Ça peut être une taxation sur les revenus immobiliers, j'en parle dans une minute. Ça peut être une taxation des revenus de l'épargne ou de l'épargne elle-même, oui, mais si on taxe l'épargne ou ses revenus, qui va avoir un stimulant pour récapitaliser les entreprises, remettre de l'argent à risque? Personne. Et je prends le cas de l'immobilier, je vais mentionner il y a quelques secondes. Il faut bien se rendre compte que l'État lui-même va être confronté au fait que certaines personnes ne pourront plus payer l'impôt. On sait que l'impôt est d'ordre public, mais si les personnes n'ont plus d'impôt, n'ont plus de revenus, comment est-ce qu'on va payer l'impôt de l'année passée? Comment est-ce qu'on va payer, pour ceux qui sont propriétaires, ils le savent, le précompte immobilier qui arrive, je crois, fin août, début septembre. Donc, je pense qu'il faut que l'État assure un pouvoir d'achat, le temps que ça dure, et peut-être de manière discriminée, pour éviter des problèmes sociaux, des problèmes socio-économiques, voire peut-être des problèmes à un moment de, je ne vais pas parler de désobéissance fiscale ou civile, mais de je m'en foutisme fiscal ou civil, des gens qui disent, vous savez, tant qu'à faire, je n'ai pas de boulot, je ne peux plus en avoir, il ne m'a pas protégé, bah, je m'en fous, quoi. Et donc, ça veut dire que l'ordre social, quand même, va dépendre de la capacité des gouvernements à apporter des solutions urgentes aux personnes qui en ont besoin. Donc, les solutions, il y en a, mais ça va demander du temps et beaucoup de patience, d'autant plus que nerveusement et psychiquement, les gens sont très affectés. Pour ceux qui ont été confinés, c'est lié pendant 3 jours, parce qu'on peut ranger comme la publicité de Engie disait, on peut ranger sa maison et dégivrer son freezer. Enfin bon, on ne va pas dégivrer son freezer tous les jours. Et à un moment, on se rend compte que quand on a des contraintes multiples, professionnelles, familiales et autres, ça crée quand même une forte tension et de fortes inquiétudes. Donc voilà, on est dans la période un peu difficile maintenant, mais donc ça veut dire que l'État va devoir se substituer à l'initiative privée. Et l'État doit le faire aussi pour une raison assez intuitive, c'est que tout le monde, dans une période de crise, a un comportement, sauf les inconscients ou les personnes qui sont bohèmes, tout le monde a un comportement de prudence. Les gens sont attentifs au niveau financier, créent ce qu'on appelle de l'épargne de précaution, d'ailleurs facilité par le fait qu'on consomme moins. Beaucoup de gens changent leurs habitudes de consommation et disent, est-ce que je dois vraiment avoir encore un 15e t-shirt de chez Gap ou de je ne sais pas quel vendeur pour être heureux? Non. Les gens vont moins au restaurant, malheureusement, vont plus au spectacle et donc au cinéma, et donc ils mettent de l'argent. Donc tout le monde a une réaction de prudence. On l'a constaté en 2008, on le constate de nouveau maintenant, le montant d'encours dans les carnets de dépôt a augmenté. Mais donc il faut qu'une personne supérieure, impersonnelle, dépasse la crainte individuelle légitime et compréhensible des citoyens. Eh bien cette personne, c'est l'État. C'est la seule, parce que l'État est la formulation d'une société,
c'est la seule personnalité, même s'il est critiquable, qui est capable de dépasser la réalité que nous vivons maintenant. Donc voilà, ça c'est le schéma. Aide aux personnes, investissement public qui mettront un certain temps, financement par la Banque centrale européenne, les ingrédients sont là. On peut même dire d'ailleurs que 2008 a été utile parce que c'était un brouillon pour pouvoir savoir comment mettre en œuvre des mécaniques un peu inhabituelles, un peu non conventionnelles, et donc on sait à peu près où on en est. Et ça, c'est finalement le tableau général. Alors, est-ce qu'on a des... Alors, quand on prend un peu simplement sous l'angle économique, hein, je ne parle pas de l'aspect sanitaire ou médical, mais quand on prend la somme des inquiétudes, est-ce qu'il y a des inquiétudes de guerre commerciale? Oui, il y a des inquiétudes de guerre commerciale. Quand ça ne va pas, les gens deviennent plus prédateurs. Est-ce qu'il y a des risques pour la zone euro? Alors, c'est très particulier parce que moi, je me suis beaucoup intéressé à la zone euro. J'ai écrit pas mal de bouquins là-dessus. Je ne pense pas que la zone euro soit à risque. Parce que la zone euro... Mais il y a deux bémols. Le premier bémol, c'est que la zone euro était fondée sur la libre circulation des personnes. C'est logique, hein, un peu comme les Beatles, ce que vous voyez sur le cadre derrière moi. Il faut traverser, il faut bouger. Parce que si les frontières sont fermées, si les économies sont hermétiques, il n'y a pas de raison d'avoir une monnaie commune. Chaque pays a sa monnaie, avec un cours de change entre les différents pays dont les frontières sont fermées. Et donc l'euro a été créé, comme l'Union européenne d'ailleurs, parce qu'on a autorisé la libre circulation des personnes. Parce que les personnes, comme les capitaux, peuvent bouger latéralement de pays en pays. Parce que le pouvoir d'achat s'équilibre. Peut-être qu'un euro n'a pas la même valeur de pouvoir d'achat pour acheter un coca en Espagne, au Portugal, en Grèce ou en Allemagne, mais enfin, on en est quand même fort proche. Si par contre, les frontières se fermaient pendant très longtemps, 5 ans, 3 ans, mais ce n'est pas le cas, donc il ne faut pas s'inquiéter, là, on aurait un moment, une réalité, c'est qu'un euro dans un pays n'aurait plus la même valeur qu'un euro dans un autre. Le pouvoir d'achat d'un euro ne serait plus le même. Et donc, on aurait une monnaie commune, mais avec des problèmes de pouvoir d'achat différents, de valeurs différentes. Ça, c'est le premier danger dans la zone euro. L'autre danger, c'est évidemment le fait que certains pays aient des endettements bien plus importants, trop importants pour que la Banque centrale les finance. Ça peut être le cas de l'Italie. Alors, ça conduit au fait que les banques doivent financer les États et que les taux d'intérêt de ces États augmentent. Donc, la dette devient dangereuse. Par exemple, récemment, une agence de notation a dégradé le crédit, c'est-à-dire la qualité de crédit de l'Italie jusqu'à un niveau qui est quand même pas très élevé, qui donc exprime un certain doute du système. Mais à part ces deux risques, donc fermeture des frontières qui me semble, je pense, pouvoir être écarté, et problème massif dans un pays, mais qui peut être résolu, on n'a pas de risque sur la zone euro. Voilà, ça c'est la deuxième. Alors, le troisième élément qu'on pourrait encore, enfin, l'élément suivant qu'on peut citer, c'est de dire, mais est-ce qu'on risque des troubles sociopolitiques? Et finalement je pense que c'est peut-être la seule question à long terme qui doit être posée. Je ne dis pas que la situation n'est pas grave maintenant, elle est très grave. Mais c'est une question qui doit être posée dans une optique du temps long. Parce que est-ce qu'on est capable de vivre dans une économie où on est cloisonné, confiné, contaminé, contaminant, que sais-je, et avec une liberté réduite. Et la perception d'inégalité sociale. Parce que ce n'est pas parce que les magasins ou les restaurateurs rouvrent que tout le monde va se précipiter pour acheter ou aller manger au restaurant. Certaines personnes auront peur, n'auront pas envie, mais certaines personnes, plus simplement, n'auront pas les moyens de le faire. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il faut un moment... est-ce que la crise ne cristallise pas un peu les inégalités? En fait, oui. Les personnes qui sont plus nanties ou plus sécurisées ont un pouvoir d'achat qui est maintenu, même presque augmenté parce qu'ils consomment moins, et d'autres personnes, ce n'est pas le cas. Et donc, c'est ça c'est la variable clé. Et c'est pour ça que, pour éviter un moment des raidissements personnels, des réactions chimiques, politiques un peu bizarres, il faut que l'État soit là pour aider la partie la plus fragilisée de l'économie. Les personnes qui sont en situation de grande précarité. D'où l'idée
D'où l'idée, de nouveau, d'aider les personnes en bout de chaîne par des allocations, des tickets restaurants, que sais-je. C'est pas une idée honteuse, hein. Il faut savoir que aux États-Unis, c'est un pays que je connais bien, puisque j'ai étudié et travaillé, il y a à peu près 330 millions d'habitants, mais 50 millions d'Américains reçoivent des food stamps, c'est-à-dire des bons alimentaires. C'est beaucoup quand même, ça fait 15% de la population. Donc pourquoi pas? Et puis alors, il faut repenser aussi, repenser peut-être d'autres géométries. Je disais qu'il fallait surtout pas d'impôts. On peut aller plus loin. Est-ce qu'on ne devrait pas avoir un impôt négatif, par exemple? Mais si. Parce que c'est pas parce que quelqu'un qui n'a pas de revenus ou très peu ne paye pas d'impôts, mais c'est pas pour ça qu'il a à manger. Donc on pourrait très bien imaginer que l'année prochaine, l'État rembourse rapidement un impôt négatif pour les personnes qui n'en ont pas de revenus. On pourrait pour les sociétés aussi avoir d'autres visions innovatrices, parce que là aussi, beaucoup de sociétés vont faire des pertes cette année-ci. Faire des pertes, c'est-à-dire c'est une perte de substance. On sait qu'en Belgique, on a un système qui est fondé sur la récupération des pertes fiscales reportables sur les exercices suivants aux bénéficiaires. Mais pourquoi ne pas imaginer un remboursement des pertes, en partie, ou un remboursement, comme en France, d'impôts préalablement payés? Alors vous allez me dire, c'est compliqué, c'est peut-être une prime à la mauvaise gestion, etc. Peut-être, rien n'est parfait, mais il faut aussi que les entreprises survivent. Il faut que leur solvabilité soit restituée. Et ça, c'est en gros la situation. Donc moi, je dis situation compliquée, mais qui avec un leadership politique intelligent, avec une bonne vision de l'économie, avec la capacité de sortir des débats traditionnels pour être innovateur, inventeur, audacieux, on peut en sortir. Et peut-être vite que l'on le pense. Mais voilà, il faut de l'audace. De Gaulle disait que le caractère d'un homme ou d'une femme est la vertu des temps difficiles. C'est vraiment là qu'on est maintenant. C'est maintenant que des hommes de caractère vont devoir montrer ce dont ils sont capables en sortant des réflexes précédents. On ne règle pas une nouvelle situation avec le biais cognitif de savoir qu'on a réglé la précédente. On ne parle pas des mêmes choses. Et selon l'angle politique, ça va demander aussi une réflexion intéressante. Il va falloir qu'à un certain moment, voilà, selon l'angle politique, les gens pensent différemment et ne retombent pas dans les réflexes, les répétitions de scénarios qui en fait intéressent plus beaucoup les Belges et qui sont maintenant inadaptés à la situation. Donc voilà, donc il faut une sorte d'indiscipline budgétaire, d'aide, de solidarité, de leadership. Et je pense qu'avec tous les ingrédients dont je parlais, et je vais m'arrêter ici, je crois qu'on sera capable de régler plus ou moins, en tout cas de traverser ce tunnel de crise qui, comme je le disais, va durer quand même un certain temps. Voilà, en quelques mots, ce que je voulais partager avec vous, sachant que vous avez maintenant la joie, en tout cas pour moi, de poser des questions. Super, un tout grand merci, Monsieur Coleman. Vous allez pouvoir enfin boire votre café, qui, je l'espère, n'a pas trop refroidi depuis qu'il vous a été servi. Écoutez, vous m'avez tendu une fameuse perche. Je vous en remercie en parlant de leadership, de vision, d'audace, d'innovation. Je reprends mes notes. Effectivement, je pense que votre analyse est bonne. Moi, très modestement, en tant que conseillère dans les PME, et j'ai beaucoup de clients qui sont connectés en ce moment, c'est le genre, effectivement, de questions, d'interrogations que nous avons, tant de chefs d'entreprise, on va dire, plus expérimentés, plus âgés, qui sont déjà dans l'économie depuis des années, ou de jeunes entrepreneurs dans des sociétés peut-être de style start-up, qui sont partagés aujourd'hui entre le besoin de est-ce que j'ai besoin de plus d'État, plus de guidance, plus de règles. J'ai même eu une question pratico-pratique. Est-ce que le gouvernement va décider une règle pour le télétravail? Je vais y répondre dans quelques instants. Et d'autres qui disent, voilà, moi je suis chef d'entreprise, j'ai été un innovateur, j'ai créé ma start-up et je vais continuer à innover pour essayer d'en sortir. Donc on rejoint un peu vos deux points. Je vais, avant de vous rendre la parole, juste répondre à cette cliente qui me posait la question sur est-ce que le gouvernement va légiférer sur le télétravail? Le télétravail, c'est devenu le mot RH complètement à la mode. Tous les deux, d'ailleurs, vous nous voyez en télétravail, Monsieur Coleman et moi-même.
Pour information, le télétravail existe en Belgique légiféré depuis 2005 via la CCT 85. C'est juste que dans notre mode de fonctionnement économique et particulièrement en région wallonne, il n'était pas ce qu'on appelle rentré dans les mœurs, il n'était pas d'usage. Et moi-même, en tant que manager et responsable d'équipe dans un grand groupe, lorsque la décision du service du personnel nous a proposé de proposer du télétravail à nos collaborateurs, j'ai eu un réflexe protecteur de comment le faire. Je n'étais pas très chaude, j'ai même d'ailleurs à l'époque, et je m'en excuse maintenant, découragé mes équipes en disant qu'on ne se verrait plus, qu'on n'aurait plus de contact. Maintenant, on le fait. Dieu merci qu'on l'avait déjà innové chez SD Works pour préparer nos équipes à le faire. Donc, j'encourage tous les patrons d'entreprise qui ont dû l'organiser un peu à la va-vite dans certains cas, qui se rendent compte maintenant que leurs collaborateurs attendent finalement cette possibilité à temps partiel. Je vous le conseille pour le futur. N'hésitez pas à revenir vers SD Works ou vers votre conseiller habituel pour mettre cela en place. C'est tout à fait légal en Belgique. Il suffit de l'adapter dans votre règlement de travail et puis d'y adapter toutes les mesures qui suivent. Alors, Monsieur Coleman, nous étions donc sur le leader. Permettez, quand vous dites l'audace, c'est maintenant qu'il faut. Donc, il ne faut pas être accablé maintenant, parce que je pense que psychiquement, on est tous touchés par cette crise. On a quand même tous à certains moments des moments d'inquiétude, d'interpellation personnelle. Mais bon, il faut. Moi, je pense qu'il faut, dans cette crise, profiter du moment de tranquillité qu'on. Attendez, je vais attendez. On a tous des moments d'angoisse aussi, de fort travail. Moi, je dirige une boîte et je n'ai jamais autant travaillé depuis 2 mois de ma vie. Pourtant, je suis quand même un gros travailleur. Parce que voilà, il faut être partout, c'est compliqué. Mais en même temps, le temps prend une autre valeur, une autre configuration. Et c'est un bon moment de bien réfléchir à sa vie. Et finalement, on n'aura peut-être pas 2-3 fois l'occasion de le faire comme on l'a fait maintenant. Le temps, l'espace, les rêves, les passions. J'ai l'impression que cette crise va être complètement disruptive dans toute une série de domaines. Beaucoup de gens vont dire, mais en fin de compte, ça m'emmerde de travailler où je travaille. Je vais changer de boulot. Des gens qui vont dire, et j'ai envie de faire autre chose. Peut-être que le type voulait être potier dans l'Herzac depuis maintenant 20 ans, il va vraiment aller dans l'Herzac faire de la poterie, ou de la boulangerie, ou n'importe quoi. Il y a peut-être des gens, donc il va y avoir des ruptures importantes, des gens qui vont dire, mais en fait j'étais opprimé, j'en pouvais plus, pourquoi 3 heures par jour les embouteillages, mais qu'est-ce que c'est que sa vie? C'est une vie qui n'a pas de sens. Donc, il faut prendre le temps de réfléchir à ce qu'on veut faire dans sa vie. Et quelque part, c'est une exigence morale qu'on doit s'imposer. Ça va très loin. Il y a des gens, je suis persuadé qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se poser des questions dans leur vie sentimentale, familiale, amoureuse. Je suis persuadé que les notaires, maintenant, vont devoir donner des tickets, des bons, comme à la boucherie du Colruyt, là, pour tous les divorces qui vont avoir lieu, et tous les remariages, d'ailleurs. Des personnes qui vont repenser leur vie. Et professionnellement, dans les projets, dans l'audace, dans l'entrepreneuriat, c'est maintenant qu'il faut faire les choses. C'est maintenant qu'il faut oser, parce que c'est dans les moments de sidération que les gens les plus agiles s'en sortent. Et donc, c'est pour ça que je l'exprime souvent sur les réseaux sociaux, moi je suis enragé de voir que la première chose que certains politiques disent, c'est on va taxer le capital, etc., parce que c'est maintenant qu'il doit être investi. C'est maintenant qu'on a des chances extraordinaires de pouvoir se dire, mais voilà, on a réfléchi, on a l'audace, on se dépasse nous-mêmes. Donc, il faut profiter du moment présent. J'appelle ce moment, mais n'y voyez pas de connotation de nature sexuelle, mais c'est le grand coming out. C'est le moment où, en fait, où on peut décider un peu de rebattre sa vie aux cartes, de voir ses relations avec ses enfants. Enfin, il y a plein de choses, il faut tout faire maintenant. Voilà. Merci, très intéressant votre point de vue. J'aurais dû vous céder le micro pour parler du point de vue RH, mais c'est vrai qu'on oublie que vous êtes aussi un être humain, un chef d'entreprise. Monsieur Coleman, merci pour cette intervention très pertinente. Alors attention, j'ai répété avec vous, parce que la question qui nous est posée par un de nos clients, j'ai dû la relire plusieurs fois. Je remercie d'ailleurs ce client, j'espère qu'il nous écoute. Monsieur Coleman, la question est pour vous. La crise économique demande une relance keynésienne. Cela semble une évidence. Qu'est-ce qui nous empêche d'en faire une relance keynésienne verte? En dehors du bénéfice évident sur la crise climatique, une relance verte produirait-elle moins d'emplois? S'il n'y a pas d'effet notable négatif à verdir la relance, qui s'y oppose? À vous, Monsieur Coleman, sur cette longue question. D'abord,
cette crise est en train de tordre le cou à certains débats. Certains prenaient la décroissance, maintenant on est dans la décroissance. Moi, j'ai toujours été très sceptique par rapport à ça parce que la croissance permet de gommer les inégalités sociales. Eh bien, le propos était correct puisque maintenant, c'est l'absence de croissance qui va les creuser. Donc, point d'attention. Deuxième point d'attention, oui, ce serait une bonne occasion de le faire et ça doit être fait au niveau européen. J'en suis un grand partisan parce qu'il y a beaucoup de choses à faire dans le domaine énergétique et autres. J'ai malheureusement le sentiment de résignation que ça va passer au second plan parce que ça ramène au débat des gilets jaunes, hein, la fin du mois, la fin du monde. Et que c'est plutôt la fin du mois maintenant qui pose problème. Ceci étant, on va redécouvrir les circuits courts, des modes de capitalisme coopératif. Bon, on ne parle pas que des apéros dans la rue, hein, mais de gens qui vont peut-être réfléchir. Il y a certainement une prise de conscience des habitudes de consommation, donc il y a beaucoup de choses qui vont changer. Et au niveau de l'État, si à un moment il y a une relance keynésienne, c'est-à-dire que l'État en fait décide d'investir pour dépasser la crainte individuelle, ça va prendre un certain temps, parce qu'il faut d'abord savoir quoi qu'est-ce, c'est compliqué. Je pense que ça passera d'abord par une phase de quasi-nationalisation, c'est-à-dire que toute une série de secteurs vont être nationalisés. Et en fait, idéalement, ce qu'il faudrait, c'est que si un secteur est en partie nationalisé, il y a une contrepartie à ça, ou une contrepartie à l'aide de l'État, qui soit peut-être la transition climatique ou énergétique. Mais ça, je n'ai pas l'impression que ça va être la première préoccupation. Malheureusement, d'ailleurs, mais voilà. Effectivement, j'ai eu plusieurs questions, notamment tout à fait dans l'ordre toujours, on va dire, climat vert, peut-être moins orienté vers votre expertise. Monsieur Coleman, mais plusieurs de mes clients s'inquiétaient effectivement sur le matériel à fournir pour la reprise dans leurs entreprises. Hein. On a quotidiennement ce débat sur les masques, les gels, etc. Et certains me disaient d'ailleurs, sont-ils biodégradables, sont-ils respectueux de l'environnement, etc. Je vous avoue que ça, j'avais peu d'éléments de réponse à leur apporter. Je me permets juste, parce que vous êtes plusieurs, chers clients, à nous poser régulièrement ce type de questions. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, pour votre entreprise, il y a bien entendu votre comptable et votre secrétariat social qui restent deux partenaires indispensables. N'oubliez pas votre service externe de prévention et de protection au travail, ce que communément je préfère appeler, comme dans le bon vieux temps, la médecine du travail. Nous sommes notamment chez SD Works partenaires avec Mensura. Nous allons organiser des webinaires la semaine prochaine parce que tout ce volet de bien-être, de sécurité au travail relève tout à fait de leurs compétences. Beaucoup d'entre vous nous ont relayé de grandes angoisses et je peux les comprendre. Je suis moi-même manager et je dois réorganiser une éventuelle reprise. Ce social distancing, l'organisation des cafétérias, des parkings, voire des vestiaires dans les sociétés où il y a des vestiaires, tout cela peut être accompagné dans votre entreprise par votre service externe où vous êtes automatiquement et obligatoirement affilié depuis la création de votre entreprise. Donc, n'hésitez pas à les solliciter. Ils sont sur le pont. Ils sont extrêmement bien renseignés dans ces domaines spécifiques. Donc, adressez-vous à eux pour toutes ces angoisses qui sont tout à fait légitimes et pour vous aider sur ces aspects pratico-pratiques et médicaux à bien organiser la reprise dans votre secteur. Oui. Alors, Monsieur Coleman, une question. Pour vous, le crédit à 0% est certes intéressant, mais oblige néanmoins les créanciers à rembourser le capital. Serait-ce chimérique d'espérer un rachat par la BCE de toutes les dettes liées au coronavirus qui sont émises par les banques pour ensuite purement et simplement les annuler? Dans l'affirmative, pourquoi serait-ce impraticable? Je comprends que l'idée soit séduisante, mais elle est impraticable parce que ça veut dire que la Banque centrale européenne n'est plus garant de la monnaie, mais est responsable du risque d'entreprise. Et ça veut dire que vous garantissez la monnaie par des actifs privés et par des risques d'échec privé, de non-remboursement. Et donc là, c'est la fin du système. Non, il faut que la Banque centrale garde un certain niveau d'étanchéité, d'imperméabilité par rapport au reste de l'économie. Sinon, ce n'est pas possible. C'est bien pour ça que la Banque centrale risquera des dettes d'État, certaines dettes privées qui répondent à des critères, mais ce n'est pas quelque chose qui, je pense, est sage. Non, il vaut mieux que ce soit au niveau des banques de chaque pays que le risque de crédit soit géré. D'ailleurs, l'État belge, très proactivement, d'ailleurs, a permis aux banques, pour le nouveau crédit, d'obtenir la garantie de l'État qui
qui conduit à partager les risques de perte entre l'État et les banques. Ça me semble plutôt. Je crois que le gouvernement belge a pris une bonne orientation. D'accord, ok, merci. Alors, j'enchaîne parce que vous avez eu pas mal de succès. On a eu pas mal de questions de nos clients. Je les en remercie d'ailleurs. Vu la lenteur des 3 à 6 mois de reprise, client optimiste pour certaines entreprises, combien de temps peut-on maintenir un chômage économique en sachant également que la chute du pouvoir d'achat, et vous avez déjà partiellement abordé le sujet, n'aide pas non plus la reprise économique? Effet boucle, nous écrit ce client. Oui, c'est correct. Ben, écoutez, on va garder le chômage technique le temps qu'il faut, hein, c'est tout. Ça, c'est. Voilà. Il n'y a pas d'autre choix, parce que sinon, c'est tout l'équilibre sociopolitique d'un pays qui s'effondre. Donc, il n'y a pas le choix. On rentre dans un monde, vous savez, pour ceux qui ont vu la série Black Mirror là, sur Netflix, je regardais qu'un épisode tellement ça m'a fait insupporter, mais on passe à travers du miroir. Hein. C'est-à-dire qu'on est dans une économie maintenant qui va être beaucoup plus publique que privée. Et en même temps, alors on peut aimer, pas aimer, ça dépend de son affection politique, mais personnelle, mais en vérité, si le secteur public n'est pas là, toute l'économie privée s'effondre. Donc, il faudra que l'État continue. Ok, d'accord. Merci de votre feedback. Ouais. Alors, nous avons pas mal de clients, Monsieur Coleman, dans notre division PME, qui sont effectivement inquiets parce qu'ils ont le sentiment maintenant d'avoir peut-être mal compris les premières communications gouvernementales et se rendent compte maintenant qu'ils auraient pu continuer une activité professionnelle et qu'ils se sont arrêtés à tort ou à raison, je laisse chacun s'introspecter, et donc se retrouve maintenant, après quelques semaines de non-activité commerciale notamment, avec dans certains cas tout un réseau commercial à réactiver et à reprendre. Est-ce que vous avez un conseil, un avis à partager avec nous? Malheureusement pas, parce que ça dépend de situation individuelle, mais oui, la communication gouvernementale a été très très chaotique au début, mais je pense que comme elle devait être synchronisée au niveau européen dans un domaine médical dont personne ne connaît les paramètres, ou très peu de personnes, c'était difficile. Donc, je n'ai pas beaucoup de conseils à donner, malheureusement. Alors, je pense qu'il faut maintenant revoir les modèles d'entreprise. Chaque patron d'entreprise doit maintenant revoir sa boîte. Se dire, voilà, qu'est-ce que je fais bien, pas bien, est-ce que trop de personnel, pas assez, qu'est-ce que je développe? Il y a des métiers qui se sont digitalisés et qui s'en sortent très bien. D'autres qu'on croyait complètement hermétiques à toute crise, comme des chocolats de luxe, ils sont touchés. Il faut revoir son business d'entreprise en se demandant, mais quels sont tous les scénarios possibles? Tout. Et se dire, est-ce qu'on survit? Évidemment, on ne survit pas à tous les malheurs sur Terre, mais voilà. Nous, ici à la Banque de Gros, ce qu'on a fait, c'est que, bizarrement, je vais vous raconter une histoire assez cocasse. Début février, une drôle d'histoire. J'écoute France Inter et j'entends, mais en quelques secondes, parler d'une épidémie de grippe en Chine. Il se fait que j'avais été en Chine il n'y a pas longtemps. J'ai commandé 200 masques sur Amazon. J'en ai parlé à mes amis, tout le monde s'est foutu de moi. Bon, maintenant, j'ai pu en donner à pas mal de personnes. Et ici à la banque, je ne sais pas pourquoi j'ai insisté pour en acheter des gels. On a anticipé déjà 15 jours avant qu'on parle de lockdown. Et on a mis tout le monde en télétravail avant le lockdown pour tester le télétravail. Et on a maintenant 1400 collaborateurs qui travaillent en remote. Et l'entreprise fonctionne parfaitement. Il n'y a pas la moindre anicroche professionnelle. Et pourquoi est-ce qu'on a réussi à faire ça? Peut-être pas grâce à moi. Moi, je ne suis pas informaticien, moi, je suis économiste. Parce qu'on a des gars ici qui ont pensé des scénarios. Ils ont réfléchi à des scénarios. Et les gens de l'informatique avaient prévu d'acheter 300 PC en plus, 300 laptops. Pourquoi ils ont eu cette vision? Ils ont eu la bonne vision. Et maintenant, on est capable de se réactiver parce qu'on a anticipé l'achat de gel, de masques, etc. Il y a des boîtes qui ont été faites. Tous les collaborateurs ont reçu par courrier des masques. Donc, je suis moi-même des masques comme ici. Des masques oui, vous m'avez montré tout à l'heure, oui. Des gels, enfin tout ça, des gadgets, on a reçu parce qu'on a anticipé. Donc, ça vaut la peine maintenant de dire, mais de faire un exercice intellectuel, quoi, de dire où est-ce qu'on en est. C'est ça qu'il faut faire maintenant, je pense. Ok, merci. On a aussi beaucoup de questions de nos clients, tous secteurs confondus. Beaucoup sont revenus vers SD Works aussi, en disant voilà, nous n'étions pas équipés justement dans ce qu'on appelle maintenant le digital.
Beaucoup en sont embarrassés, gênés. Il n'y a aucune raison de l'avoir. Et parfois, on dit toujours nécessité fait loi. Effectivement, quand vous n'en aviez pas besoin, vous aviez des beaux bureaux, vos clients se déplaçaient, vos collaborateurs aussi. Il n'y avait pas toujours de possibilité ou de nécessité d'organiser le télétravail. Le digital, maintenant, devient clairement quelque chose à la mode. Bien avant la crise du corona, un grand groupe bancaire belge me signalait que, notamment dans un projet de bien-être des collaborateurs et de mobilité verte, il se posait la question, comme nous tous, et vous aussi, Monsieur Coleman, nous travaillons et nous faisons beaucoup de déplacements, quelle était la pertinence de se déplacer parfois 1 heure chez un client pour signer un contrat. Dans la banque, il me parlait par exemple de crédit hypothécaire ou crédit véhicule. Dans le cas du secrétariat social, signer un contrat pour l'affiliation à un logiciel, alors que nous pourrions regarder, avoir cet entretien de façon très agréable avec notre client, comme nous le faisons tous les deux pour le moment, et s'échanger par mail, voire dans certains programmes avec l'écran et un lien vers l'écran, ce contrat et le faire signer en électronique par nos clients. Ça ne doit pas être voilà, une montagne insubmersible, pour reprendre le terme d'une cliente que j'ai eue en ligne la semaine passée, parce que voilà, il y a des tas de programmes sur le marché. Je pense à Skype, à MS Teams, à Zoom. Ici, nous sommes sur GoToWebinar, où nous avons la possibilité très facilement d'organiser ce type de digital. Et la PME aussi, chers clients, peut tout à fait y passer. À l'heure actuelle, la banque, je pense aux clients dans l'assurance que j'ai eu en ligne, etc. Vous avez, tout comme les commerciaux chez De Groof ou chez SD-Works, la possibilité de contacter vos clients par écran interposé et de continuer à faire évoluer votre business. C'est un petit peu plus difficile pour le secteur automobile, par exemple, où on a envie de voir, voire de toucher la voiture. Ici, dans les sociétés de services, cela peut être organisé. Vous avez un conseil, Monsieur Coleman, pour cette digitalisation de la PME? Non, mais vous avez tout résumé. Je pense qu'on a, quelque part, c'est un choc maintenant qui va nous forcer à penser digital. Alors, il n'y a pas que des avantages, parce que la réalité de la vie, on ne peut pas imaginer qu'une économie soit telle que tout le monde travaille sur son PC chez soi. Sinon, ça disqualifierait tous les métiers manuels, de vente, voilà, et ça voilà, donc c'est quand même, voilà, je ne suis pas sûr qu'on crée beaucoup de valeur ajoutée simplement en pianotant derrière son PC. Voilà, mais ça va faciliter des métiers qui vont être déstructurés. Je pense au notariat, par exemple, il va être modifié. Même à la médecine, la télémédecine, tout ça va se développer, ça va être un coup d'accélérateur, peut-être définitif. Mais je ne suis pas du tout en désespoir par rapport aux métiers de proximité, comme les restaurateurs, les boulangers, enfin, tous ces métiers d'attraction immédiate, parce qu'on en a besoin. Parce que travailler avec son télétravail, c'est aussi épuisant. Hein. D'abord, on est tout le temps sous des écrans, ça rend fou. Et surtout, ça enlève le temps de la rêverie, de la distraction. Et ça, c'est pas bon non plus parce qu'il faut être créatif. Et donc, c'est pour ça que je disais qu'il fallait un autre rapport au temps. Moi, à titre personnel, par exemple, ce que j'ai fait, c'est, bon, non sans le fait que je ne me suis pas rasé, mais j'arrête de prendre ma voiture. Je fais tout à pied, donc je marche 15-18 km par jour pour venir travailler. Et donc, je prends ce temps pour réfléchir, pour écouter des podcasts, chose que je n'aurais certainement pas fait auparavant. Donc, il faut profiter de ce temps. En fait, finalement, il faut rentrer en soi-même maintenant et espérer trouver quelque chose. Parce qu'on ne peut pas gâcher ce temps triste ou moins triste qui nous est donné pour le moment. Et ça, c'est valable pour tous les gars qui dirigent des boîtes. Moi, j'ai demandé à tous mes collaborateurs à la banque, dès le début, de revenir avec des idées. Comment améliorer le travail, comment repenser les relations hiérarchiques. Une autre chose, c'est très important dans les entreprises. Les gens ne vont pas réagir comme avant. D'abord, il y a des gens qui n'auront plus envie de retourner au boulot. Ils vont dire, ça m'emmène. Bon. Parce qu'au début, les gens voulaient tous revenir et puis plus. Et puis, les gens, comment est-ce qu'on va remettre dans des rapports hiérarchiques des personnes qui ne se voient pas? C'est compliqué. Quand ils vont se retrouver, ils vont dire, mais finalement, tu n'as rien foutu quand tu as de travail, moi j'ai beaucoup travaillé, comment suis-je récompensé? Pas toi. Comment est-ce qu'on va juger les promotions des gens? Est-ce qu'on va juger les gens simplement en 2 dimensions maintenant, avec un écran plutôt qu'en 3? Par l'impression, ça va être compliqué. Donc, il n'y a pas que des avantages, mais en tout cas, pour les entreprises, pour les modèles d'entreprise, il faut réfléchir, ça c'est sûr.
Tout à fait, je viens sur une allusion que vous avez faite tout à l'heure et nous avons eu plusieurs questions aussi sur un peu justement, voilà, tout ce panel de travailleurs qui aujourd'hui, soit après des périodes de chômage, soit après des périodes de télétravail, se sont introspectés ou pas. Certains ont pris goût au télétravail, d'autres se réjouissent de réintégrer une ambiance plus conviviale au travail avec les collègues, la machine à café. Certains ont un grand manque des trajets en voiture où on appelait les copains, les copines, papa, Voilà. maman, comme c'était fait avant de rentrer à la maison, selon les métiers, etc. J'encourage vraiment les patrons de PME, parce que vous nous interrogez beaucoup, beaucoup sur ces sujets, à revoir. Monsieur Coleman a beaucoup insisté sur le coût de votre personnel. Ce n'a pu être un sujet tabou. Que vous coûte votre personnel aujourd'hui? Est-ce que vous allez le garder, l'optimaliser? La deuxième chose, c'est la durée et l'organisation du travail. Est-ce que la durée du travail chez vous est optimale? Est-ce que les horaires correspondent encore à la réalité d'aujourd'hui? Est-ce qu'un ingénieur de projet dans un bureau d'ingénieur doit absolument suivre l'horaire de la secrétaire qui répond au téléphone? Et pourquoi, si c'est un octambule parce qu'il adore regarder, comme Monsieur Coleman, des séries sur Netflix, ne peut-il pas ne peut-il pas travailler la nuit et avoir un horaire plus orienté vers sa famille pendant la journée, mais en prestant sur son projet? On parle beaucoup maintenant du management by objectif, qui est aussi une assez grande nouveauté, une petite révolution dans beaucoup de PME, où on était plutôt évalué comme collaborateur sur la tâche. C'est-à-dire, et je prends toujours l'exemple d'un comptable, qu'on évaluait sur le nombre de factures encodées, par exemple, et où maintenant on dit, tiens, dans ton portefeuille client, quelles sont les sociétés que tu accompagnes dans la gestion saine et financière de leur entreprise. On vient sur d'autres compétences. J'encourage vraiment les chefs d'entreprise à revoir complètement cette façon d'évaluer, d'encadrer, et je rejoins Monsieur Coleman sur cet aspect hiérarchique qui maintenant paraît un petit peu obsolète. Qui suis-je aussi moi maintenant pour dire que je dirige une équipe de 15 personnes que j'entends certes au téléphone mais que je ne vois plus, et qui se gère elle-même du début de la journée à la fin de la journée avec une confiance réciproque que je leur laisse, vu que mes clients me donnent comme retour une grande satisfaction. C'est la façon aussi de revoir en tant que chef d'entreprise où souvent et je m'inclus dedans, on a envie de tout contrôler, de tout savoir, de tout gérer, de tout organiser. C'est pour ça qu'il y a d'ailleurs beaucoup de sujets dernièrement qui ont abordé le burn-out du chef d'entreprise et non toujours celui du collaborateur. Vous-même avez dit, Monsieur Coleman, je travaille 7 jours sur 7. Presque pas, j'espère 24 heures sur 24, mais quasi. C'est important aussi de revoir la façon dont on va déléguer cette nouvelle organisation du travail à nos collaborateurs. Vous avez vu, vous, Monsieur Coleman, dans votre organisation, mais sur les dernières années, peut-être des changements aussi dans votre style de leadership? Vous savez, moi j'ai dirigé plusieurs entreprises, mais j'ai été renommé CEO de l'entreprise ici il y a que 7-8 mois, dans des circonstances un peu précipitées. Mais oui, je pense que moi, la grande leçon que je tire de cette crise, quand je prends le cas de la banque de groupe Petercam, qui fonctionne vraiment parfaitement maintenant, c'est que le télétravail, c'est bien, mais pour autant que l'entreprise soit à taille humaine. Parce que nous, on a la chance, on est comme 1400 personnes, dont 300 au Luxembourg, on a des gens à Paris, à Barcelone. Donc, quand on prend la Belgique, on a à peu près 800 personnes. Et finalement, c'est un métier de stabilité, les gens se connaissent, se sont vus des conférences, savent qui est dans les sièges, qui fait quoi, etc., connaissent les GSM des uns des autres. Et donc, ça permet de donner une réalité. Et donc, c'est pour ça qu'on travaille bien ensemble, parce qu'on a confiance. Mais si j'étais dans une entreprise de 15 000 personnes qui fait du télétravail et que je dois appeler quelqu'un, un innov que je n'ai jamais vu, je ne sais pas très bien comment je ferais. Donc, ça montre bien que le télétravail, c'est bien, mais pour autant qu'il y ait un substrat de relations personnelles, de confiance préalable. On ne pourrait pas imaginer de construire une entreprise sur le digital, simplement avec des Zooms et autres applications du genre, ce n'est pas possible. Voilà. Et moi, ce qui me préoccupe, c'est qu'à un moment, il va falloir que les gens se retrouvent. Je crois qu'ils vont le faire dans une logique coopérative. On n'est pas très hiérarchisé chez nous, enfin, on est réglementé très fort, mais les gens sont dans des rapports de coopération très positifs, très, très conviviaux, voire familiaux parfois. Et je pense qu'on va accentuer ce caractère de la collaboration entre les personnes. Et la capacité à changer les méthodes de travail. Ouais. Est-ce qu'on ose parler de l'accroissement du leadership individuel?
Bien sûr, mais c'est certain. Chacun est entrepreneur devant son PC maintenant. Et je pense que chacun maintenant a repris un peu le contrôle de son temps de travail, d'autant plus que parfois il faut que des personnes s'occupent de leur famille, leurs enfants. Moi j'ai une fille de 19 ans, donc je ne vais pas m'en occuper, mais voilà. Mais bon, des petits-enfants, ce serait autre chose. Je pense que ça va, le déconfinement, ça va se faire dans un équilibre vie personnelle, vie professionnelle très différente, beaucoup plus harmonieux et dans la plus grande efficacité. Après, peut-être un choc des personnes vont vouloir retrouver les rapports hiérarchiques qui ne seront peut-être plus d'actualité. Il y aura un peu des frictions, des étincelles, peut-être, j'en sais rien. Mais ça va être tout à fait différent. Non, c'est une véritable. C'est pour ça qu'il faut réfléchir. Je répète, j'arrête pas de dire ça, mais il faut réfléchir, beaucoup échanger avec ses amis sur ce que représente cette période. On ne peut pas le laisser comme ça. Quelque part, il ne faut pas espérer un retour à la normale, sauf pour des raisons professionnelles ou commerciales trop rapides. Il faut prendre son temps. Oui, c'est le moment justement de s'introspecter. On a eu aussi beaucoup de questions sur, et vous l'avez dit tout à l'heure, le chef d'entreprise d'hier qui disait, voilà, quand on a traversé une crise, on a toujours fait comme ça. On a tous un peu ce réflexe à 2 zones de confort de dire on a toujours fait comme ça. Moi, je suis logée à bonne enseigne parce que dans le groupe d'SD Works, on est tellement dans le changement perpétuel qu'on est habitué à s'y adapter, mais ce n'est pas évident pour tout le monde. Pour mes patrons de PME, j'entends beaucoup aussi, Madame Grégoire, moi, je connaissais mon core business, où je connais bien mes clients, où je connais mon produit, hein, selon les métiers. Aujourd'hui, vous nous parlez de leadership, vous nous parlez de communication. Moi, je suis désolée, je suis le patron, ce que je dis, mes employés le font. Hein. On est parfois encore un petit peu dans le rôle du dirigeant d'entreprise ou paternaliste ou très directeur. On vient beaucoup sur ces aptitudes, soft skills de communication notamment, hein, être dans l'empathie, communiquer, être à l'écoute, intelligence émotionnelle, etc. Vous qui au départ pourriez être catalogué de profil rationnel cartésien vu votre métier, en tant que dirigeant d'entreprise, qu'est-ce que vous pensez de toutes ces nouvelles aptitudes que l'on attend du super wonder nouveau CEO de maintenant? Bah, écoutez, je respecte tout ça. En même temps, je comprends les personnes qui disent qu'il faut de la discipline dans une entreprise. Il faut trouver l'équilibre. Une entreprise, c'est une méthode de travail, c'est des règles. Moi, je travaille dans le domaine bancaire qui est extrêmement réglementé. C'est pas un métier de fantaisiste, hein. Donc, on ne va pas accepter, je ne vais pas accepter des comportements dilettantes ou fantaisistes, hein, ça sort de question. Mais moi, je pense que maintenant, il faut des soft skills, je pense, pour motiver les personnes qui sont en télétravail, mais il en faudra encore plus quand les gens vont revenir. Parce que c'est là qu'il y a peut-être des personnes qui vont se dire, mais après 3 jours, mais qu'est-ce que je fous ici, quoi? Qu'est-ce que je fais ici, finalement? Il y aura des interrogations. En même temps, ça veut dire qu'il y aura peut-être une période de créativité extraordinaire. Il y a peut-être des gens qui vont trouver dans les entreprises en disant, ça fait 10 ans que je pense qu'il y a une idée, tiens, mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas comme ça? Personne n'y avait pensé. Ah ben oui, on va faire comme ça. Des gens qui ont réfléchi, qui vont changer les choses. Donc, profitons de l'oxygénation des gens pour les garder positivement et sortir le meilleur. Moi, ce que je fais à la banque de Groupe Petrocam, j'envoie depuis maintenant 7 semaines ou 7 ou 8 semaines, tous les jours un mot au personnel, tous les jours. En anglais, évidemment, parce qu'on est multilingue et que je prépare la veille. Hein. Et pourquoi? Parce que c'est important, je pense, de garder un contact du patron avec tout le monde et de montrer qu'on est là avec son personnel dans la préoccupation du quotidien. Et si je travaille par exemple ici au bureau, je ne me confine pas, je suis dans mon bureau, un peu sombre pour éviter la lumière maintenant de la caméra, mais c'est parce que je pense que c'est important aussi que, comme à l'armée, enfin, je suis assez âgé pour avoir fait mon service militaire comme officier de réserve, mais c'est important quand même que les capitaines soient sur le pont, hein, quand les officiers sur le théâtre d'opération. Et donc, c'est maintenant qu'on montre du leadership, de l'attention, de l'empathie, mais la vraie empathie, et qu'on attend des gens que même quand ils reviennent, ils redeviennent créatifs. Voilà. Oui. Tout à fait, merci pour votre feedback. Effectivement, j'avais eu pas mal de questions. Je la lis ici. Comment motiver les collaborateurs à rester en poste alors que l'impact sur l'économie de la société et les activités seront catastrophiques en 2020, voire en 2021? Il n'y aura jamais un retour à la normale, m'écrit une cliente. Voilà. Moi, si je travaille dans une entreprise dont le patron me laisse sans nouvelles
simplement à télétravailler, etc., honnêtement, je me poserais de grosses questions. Oui. Parce que c'est bien d'être chef, mais enfin, encore faut-il l'être de manière positive et utile, quoi. Je pense. Mais je ne veux pas dire que mon exemple est le seul bon. Hein. Beaucoup d'entreprises américaines font ça, et c'est très bien d'ailleurs, c'est déjà bien l'exemple. Oui, très important aujourd'hui pour nos clients de PME, c'est effectivement le thème de ce webinaire qui arrive presque déjà à sa fin, Monsieur Coleman. Ça fait déjà 55 minutes que nous sommes ensemble. On est vraiment sur le leader inspirant. Voilà. Vous avez plusieurs fois dans votre discours et j'ai beaucoup aimé. J'ai demandé à des collègues, j'ai parlé à des confrères, j'ai discuté avec des amis. On parle aussi souvent de la solitude du patron d'entreprise, notamment seul à diriger ce bateau avec parfois des collaborateurs qui ne font que suivre ou qui n'adhèrent pas à toutes les idées. On est beaucoup dans les cercles d'affaires, les échanges de patrons d'entreprise, mais n'hésitez pas à faire activer votre réseau car il y a toujours plus dans plusieurs têtes que dans une et il n'y a pas de raison à dire je ne sais pas, j'ai pas d'idée, je suis perdu. Est-ce que toi, X ou Y, est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que vous, malgré votre expérience, oui, c'est quelque chose que vous prônez, que vous conseillez à nos clients aujourd'hui, de ne pas s'isoler? Bien sûr, non, il ne faut surtout pas s'isoler parce que c'est déprimant. Il faut rester en contact, il faut échanger. Il faut lire aussi, par exemple. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas eu le temps de faire dans le passé, comme lire, des livres de gestion, des livres dans plein de domaines. Oui, il faut vraiment. C'est un moment socratique. Vous savez, Socrate, ça pousse à l'introspection personnelle. Un moment socratique, je pense, maintenant. Il faut l'utiliser. Vraiment. C'est vrai que quelque part, dans le monde de l'entreprise, on est parfois stigmatisé lorsqu'on est pris un magazine ou un journal à la main, avec la remarque un petit peu, ah, tu fais une pause. C'est juste que je pense qu'on s'alimente aussi d'informations quotidiennement. Oui, Et je pense que le fait qu'on soit ici plus isolé en télétravail, donc moins vu, a oui, permis à beaucoup aussi de se renseigner en termes de contenu sur différentes choses. bien sûr, absolument. Alors, nous arrivons à la toute conclusion, Monsieur Coleman, de notre webinaire. Vous nous avez brossé, et je me fais l'avocat de nos clients silencieux aujourd'hui, un portrait quand même assez effrayant. Non, pas effrayant. Non, je n'ai pas voulu être effrayé. Hein. Je veux simplement voulu être Donnez-nous notre vraie conclusion. Dites-nous le résumé de ce que vous avez voulu Moi, ma nous dire. conclusion, je vais vous dire, eh ben, je vais donner ma conclusion qui n'a rien à voir avec dont je vous ai parlé. Il se fait que je suis administrateur de l'hôpital universitaire Erasme. Donc, un type comme moi dans un hôpital, c'est plutôt pour s'occuper des finances que des patients. Et j'ai été extraordinairement impressionné hier. On avait un conseil par vidéo par des médecins qui ont expliqué comment ils vivaient cette crise, avec des avertissements très, très tôt donnés par d'autres médecins, par des inconnus multiples et variées et grandissantes quant à cette réalité médicale, par rapport à la tristesse, le désespoir de ne pas savoir quel sera l'aboutissement d'un client, d'un patient. Vous voyez la mégarde que je viens de commettre. Se rendre compte aussi que, contrairement à un protocole médical normal, parfois un patient ne montre pas de signe d'amélioration pendant 15 jours et puis ça va plus du tout, ça va bien. Et donc, ils sont devant des situations nouvelles. Et qu'est-ce que j'ai entendu comment ces médecins réagissent-ils? Ils disent tout le monde est sur le pont. Il n'y a pas un seul taux d'absentéisme, zéro. Ces gens mettent quand même leur vie en péril. Et j'entends les mots dynamisme, altruisme, don de soi, partage de son temps, engagement complet dans l'hôpital, aide aux personnes et changement de méthode en permanence. Ça m'a fort frappé. Donc, ils réorganisent les services et les lits en permanence pour s'adapter. Donc, il y a une intelligence immédiate qui se fait. Pourtant, on pourrait dire que des médecins sont des gens isolés, mais pas du tout. Ils travaillent de manière aussi efficace, de la manière la plus efficace possible. Et alors, ce qui m'a aussi fort frappé, c'est l'altruisme. Donc, il me disait qu'il y avait des restaurateurs qui apportaient des plats, même en pleine nuit, au personnel médical pour aider du personnel soignant. Et donc, cette crise, on la vit mal, mais il y a des personnes qui, devant nous, sont là pour empêcher que la contamination se propage, qui sont en première ligne dans ce combat quasiment militaire. Et cette faculté d'intelligence collective et d'adaptation, ça m'a vraiment fortement ému. Je me suis dit, mais ça, c'est le secret. C'est qu'en fait, on doit tirer d'un groupe, quel qu'il soit l'entreprise, le meilleur, en lâchant la bride aux gens,
en acceptant la pensée différente, en acceptant la non-répétition de scénarios. C'est ça, en fait, l'histoire. Donc, je répète tant et plus, vous allez dire que je commence à bégayer, mais on doit utiliser cette crise comme étant un moment profond d'introspection personnelle et collective. Ça, c'est ma conclusion. Magnifique, merci. Vous m'avez inspiré, Monsieur Coleman, en tant que manager. J'espère que vous en avez fait de même avec tous nos clients, que je remercie de s'être connectés cet après-midi et j'espère qu'ils auront tiré des pistes de réflexion, en tout cas sur tous les points que nous avons abordés. Merci à tous de nous avoir posé des questions. Monsieur Coleman, un tout grand merci de votre disponibilité, de votre agilité, parce que nous avons organisé ce webinaire en très peu de temps. Passez une bonne fin d'après-midi à tous. À très bientôt. Et si vous avez des questions concernant le secrétariat social, le leadership, la communication, les RH, n'hésitez pas à nous contacter. Bon après-midi à tous. Au revoir. Au revoir.